dans le milieu du bois et des forêts, avec le podcast Au cœur des forêts du Parc naturel régional de la Forêt d'Orient. Parce qu'en Forêt d'Orient, on récupère l'héritage de ses prédécesseurs et on prépare l'avenir de nos successeurs, je vais vous parler de son histoire. François Gillet et Jean-Michel Piétremont, respectivement historiens et maires de la commune d'Amance, m'accompagnent dans ce récit. Le massif de la Forêt d'Orient est situé sur une dizaine de communes, depuis Lusigny-sur-Barse, la plus au sud, jusqu'à Mathaux, au nord du massif, en passant par Amance. Il est né de l'anthropisation de la grande forêt du Der. Vous en saurez plus sur cette forêt un peu plus loin dans cet épisode. Les Templiers sont une page importante de l'histoire de la Forêt d'Orient, au point qu'un sentier pédestre et un jeu de piste leur soient consacrés à travers le parc et sa forêt. On retrouve des étangs, on retrouve des bornes, on retrouve des traces de tuileries. C'est l'objectif du sentier des Templiers, de montrer aux personnes qui sont intéressées où se trouvaient les tuileries, les briqueteries des Templiers. Jean-Michel Piétremont, maire de la commune d'Amance. C'est quelque chose d'ancré dans la mémoire des gens. La forêt, c'est la forêt des Templiers. Les Templiers sont un ordre religieux et militaire né dans le contexte des croisades. En Occident, ils créent des commanderies. C'est dans ce contexte qu'au milieu du XIIIe siècle, ils vont acquérir, à prix d'or, la forêt du Temple, parce que l'économie du bois à l'époque, c'était fondamental pour gagner beaucoup d'argent. L'histoire récente du massif de la Forêt d'Orient est étroitement liée à un certain duché de Pinay-Luxembourg. Explication. Le duché de Pinay est une création relativement moderne qui fait suite à l'extinction de la lignée seigneuriale des comtes de Brienne. François Gillet, je suis un passionné d'histoire, un historien, et je suis en l'occurrence expert en histoire médiévale et particulièrement en ce qui concerne l'histoire templière pour le parc naturel régional. Il se trouve que les comtes de Brienne vont disparaître en 1356 à la bataille de Poitiers. Gauthier VI de Brienne va être tué et il n'y a plus d'héritier. À partir de là, l'héritage du comté de Brienne va se faire par les femmes. Et là, en l'occurrence, c'est sa sœur qui a épousé un Anguien qui va transmettre l'héritage à des seigneurs successifs. Dans la deuxième moitié du XVIe siècle, ce sont les héritiers des Luxembourg qui vont être les seigneurs de Brienne. Il y a un héritier de Luxembourg qui s'appelle François, qui malheureusement, étant ecclésiastique, ne pouvait plus assurer la continuité de la lignée. Le roi de France va le faire relever de ses vœux pour qu'il accepte de se marier et de sauver ainsi le comté de Brienne. Un autre successeur, ne portant pas d'ailleurs le titre de Luxembourg, dans la deuxième partie du XVIIe siècle, qui s'appelle François-Marie de Montmorency-Bouteville, devient à son tour duc de Pinay. Ce fameux duc de Pinay, François-Marie de Montmorency-Bouteville, va se faire appeler ensuite le duc de Pinay, un personnage d'envergure, truculent, original, qui se trouvait être à la tête donc de ce duché de Pinay. La forêt d'Orient, c'est une forêt qui est née du remaniement de la grande forêt du Der. La forêt du Der, c'était une immense forêt d'une chaînée, c'était des chênes sessiles qui de toute façon étaient développés en gros de Vassy jusqu'aux portes de Troyes. À l'époque romaine, il va y avoir un grand bouleversement. Là, on va couper une voie romaine qui va suivre le cours de l'Aube, qui reliait Boulogne à Aoste en Italie, en passant par Bar-sur-Aube. Tout le long donc de cette voie romaine, on va défricher en quelque sorte les berges de l'Aube, y implanter un certain nombre de lieux de vie, notamment Brienne-la-Vieille, etc. À partir de là, une partie du massif du Der se trouve isolée et va prendre le nom de Forêt d'Orient. La forêt du Der, c'était une entité qui couvrait une partie de la Haute-Marne actuelle et puis une grande partie de l'Aube jusqu'aux portes de Troyes. Donc c'était un massif continu, particulièrement riche. Et à partir du moment où la romanisation a entraîné la mise en place d'une voie romaine qui traversait effectivement, qui coupait en deux cette forêt, la partie effectivement qui s'étend vers Troyes est devenue ce qu'on a appelé la forêt d'Orient.
Elle était énorme, quoi. Elle couvrait pratiquement tout. Il faut imaginer qu'entre la Barse et l'Aube, vous n'aviez pratiquement pas d'espace. C'est-à-dire que, à part les berges des rivières qui permettaient aux populations de se déplacer, la pénétration au cœur de la forêt était quand même relativement limitée. À partir du moment où il y a des zones de défrichement, il y a eu des végétaux exogènes qui se sont greffés, donc des espèces nouvelles dans cette forêt qui était quand même plutôt une forêt relativement serrée. Le bois, à la période médiévale, était une des ressources essentielles pour l'homme. La forêt était le combustible essentiel utilisé au Moyen-Âge pour se chauffer. Ça faisait partie d'ailleurs des droits des différents habitants, négociés avec les seigneurs, que ce soit des seigneurs ecclésiastiques ou des seigneurs laïcs. Les villageois passaient beaucoup de temps dans les forêts pour survivre. D'autre part, dans la forêt, on allait cueillir des éléments naturels. Je pense, on ramassait du cresson, on ramassait les champignons, on ramassait les châtaignes sauvages pour en faire de la farine. Il y avait tout un tas d'utilisations de la forêt qui fait que, dès le Moyen-Âge, c'est devenu quelque chose de très vivant où l'activité humaine grouillait entre les arbres et les clairières. Au niveau de la terminologie, les choses ne sont pas si heurtées que ça, puisqu'on sait qu'une partie de la forêt d'Orient, notamment sur la seigneurie de Vendeuvre, a continué à s'appeler, y compris au XVIIIe siècle, dans certaines parties, encore forêt du Der. La coupure n'est pas si nette entre les deux vocables. Plus l'activité humaine s'est développée, plus la surface réservée à la forêt s'est trouvée réduite. C'est comme ça qu'en réalité s'est développée l'anthropisation de nos forêts. La forêt d'Orient n'y a pas échappé. Elle a eu le sort de toutes les forêts. À partir du Moyen-Âge, quand une communauté religieuse, un seigneur, voulait déboiser, entre guillemets, pour pouvoir mettre en culture ou même occuper ou agrandir son territoire en l'urbanisant, on envoyait d'abord des équipes de bûcherons qui pénétraient la forêt avec un petit sentier et qui, dans un premier temps, se contentaient, au bout de ce petit chemin, d'édifier une cabane de branchage. Ces cabanes de branchage, on les appelait des loges. C'est à partir de ces loges que le bûcheron va développer de façon circulaire autour de la loge tout un secteur et à terme, quand le déboisement est important, quand on a commencé à y faire un ou deux champs, on voit apparaître progressivement un hameau et puis quand les hameaux se développent, ça devient un village, on y met une église, etc. Et puis on relie plusieurs villages par des chemins et progressivement on arrive ainsi à réduire toute la surface boisée. Ça a changé profondément à partir du moment où on arrive à la période moderne avec un début de mécanisation. Les Allemands sont arrivés en forêt d'Orient en 1940. La voie de la forêt du Temple a alors servi de cache de munitions. Mais les Allemands les ont vite trouvés et s'en sont emparés. 4 ans plus tard, ils ont fait main basse sur tout un secteur de la forêt du Grand Orient pour en faire une zone secrète. Ils l'ont défriché, aménagé avec des socles en béton, y ont à leur tour caché des munitions, mais aussi du carburant. L'ensemble, évidemment, est top secret, protégé par l'implantation dans la forêt d'unités allemandes. Et le pavillon Saint-Charles devient le siège d'une commandanture. Et c'est à partir de là, on va surveiller tout ce qui se passe dans la forêt. On ne peut pas faire référence à l'histoire de la forêt d'Orient sans évoquer ses barrages et autres retenues d'eau, et également ses digues de terre. La proximité de la Champagne avec Paris et ses crues a conduit les ingénieurs de l'époque à imaginer, à partir du XIXe siècle, diverses retenues d'eau. Il fallait aussi maintenir un niveau d'eau suffisant lors des périodes de sécheresse. Ainsi étaient nés les 3 grands lacs de la forêt d'Orient, le lac d'Orient en 1966, le lac Amance et le lac du Temple en 1990, et les digues de terre qui en découlent. La création des barrages réservoirs Seine-et-Aube s'explique tout simplement par la géologie du sol. La géologie ici était une géologie d'argile plastique qui était utilisée depuis des décennies par des tuileries locales. Ce côté plastique, évidemment, permettait d'assurer une relative étanchéité pour des digues ou des barrages. On va procéder donc par 3 tranches en quelque sorte. La première tranche, ça va être la constitution de ce qu'on a appelé le réservoir Seine. Le réservoir Seine qui a abouti à la création de ce qu'on appelle aujourd'hui le lac d'Orient ou le lac de Lusigny. Ce réservoir d'Orient, donc le lac d'Orient, a été créé en 1966. Et puis ensuite, on va créer
un double barrage réservoir sur l'Aube avec 2 lacs, le lac d'Auzon-Temple et le lac d'Amance. Est-ce à dire qu'avant leur construction, la région de Champagne était régulièrement sous les eaux l'hiver et asséchée l'été ? Ça n'évite pas les crues. C'était initié peut-être dans le but de refroidir la centrale de Nagent en cas de problème. En ce qui concerne Amance, ça n'a eu aucune incidence sur le territoire. En ce qui concerne les Tuileries, ça n'a eu aucune incidence. Rien n'a été fermé. En ce qui concerne la forêt, aucune parcelle sur le finage de la commune d'Amance n'a été impactée par la construction des lacs. En réalité, ici sur place, la création des barrages réservoirs a quand même eu un impact plutôt assez négatif qui a entraîné une levée de boucliers des gens. Il faut imaginer que la forêt de la Rivoure, qui était une chênaie d'une qualité exceptionnelle, s'est trouvée entièrement sous le lac. C'est-à-dire qu'on a dû la raser complètement avant la mise en eau. Il y a eu des pertes quand même importantes pour le territoire. Lorsque les barrages réservoirs ont été mis en eau, il est bien évident qu'on n'avait pas dessouché, on avait laissé les souches en place et tout, c'était inutile. Reste encore aujourd'hui, quand les lacs se vident, on voit encore apparaître des espèces de bases de forêt fantomatiques par endroits dans le lac. Il y a encore des traces de cette époque. L'apport très important des lacs au niveau touristique, c'est pas négligeable, mais au niveau faune, avec les grands oiseaux qui migrent et qui même maintenant arrivent à être sédentaires, comme les cygnes, des cigognes, également des grues. Il y a 40 ans, ces oiseaux-là, on ne les connaissait pas. Est-ce que la Champagne humide est un bon terroir, je dirais, pour la production de bois ? L'humidité, c'est un bon produit pour les chênes qui consomment énormément d'eau, en sachant que malgré tout, en période de sécheresse, ça peut se trouver pénalisant pour les grands arbres qui ont du mal justement à trouver la fraîcheur et l'humidité nécessaires à leur croissance. C'est pour cette raison que les grands arbres dans nos forêts commencent à souffrir énormément de la sécheresse. C'est très important la partie économique, mais je crois qu'on peut lier les deux. On peut conserver un aspect essentiel de la forêt, c'est-à-dire se sentir bien en forêt, ne pas voir des parcelles dévastées, et aussi la partie économique. Des lacs aux canaux, il n'y a qu'un pas. La région Champagne, particulièrement les alentours de la forêt d'Orient, sont sous l'empreinte de l'eau. Elle y est omniprésente. Outre les lacs déjà cités ici, il y a un canal qui fait référence à la forêt d'Orient, c'est le canal des flotteurs. Il permettait autrefois de transporter vers la capitale les coupes de bois toutes droites venues de l'exploitation de la forêt d'Orient. Une partie de ce canal existe toujours au nord de la commune de Villardouin, où il est encore en eau jusqu'à Lémont. Mais son exploitation pour transporter les coupes de bois ne se pratique plus. Un peu plus loin, d'autres canaux ont été entrepris, comme le canal de la Haute-Seine au sud de Troyes ou encore le canal d'Orient autour de Val d'Ozon. Mais ils sont restés sans eau. Ils n'ont donc jamais pu être exploités pour transporter les coupes de bois. Au gré des époques, la forêt d'Orient s'est considérablement amenuisée. Elle a perdu 2/3 de sa surface initiale. Elle s'étend à présent sur 6000 hectares. Ce qui en fait, certes, une petite forêt, mais une forêt riche d'intérêt. Tout comme les autres espaces forestiers du parc, en Champagne-Crayeuse et dans les coteaux du Barrois, certes moins denses, mais qui complètent la grande diversité écologique et forestière du parc. Dans le prochain épisode, nous vous parlerons de la biodiversité du parc et de ce que l'on en fait. Vous venez d'écouter Au cœur des forêts, un podcast du Parc naturel régional de la Forêt d'Orient, produit en partenariat avec la région Grand Est.